Alors, sans plus attendre, je vous propose d'aller écouter un peu de musique, donc de bruit qui pense, à travers Fabien Unger Jazz Quintet, un an après. Pardon si j'ai mâché votre nom.
Donc oui, si la musique c'est du bruit qui pense, je pense qu'on avait affaire à des petits bruits de génie tout de même. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, parce que là on redescend sur Terre. J'aime bien les citations, vous allez devoir en subir pendant 2 heures de temps en temps, comme ça, avec parcimonie. Pascal disait en regardant l'espace, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et en contrepoint à cette citation, Paul Valéry lui a répondu, alors avec 2 siècles de retard, donc il n'a jamais su ce qu'on lui avait répondu, mais tout de même, il lui a dit « Le vacarme intermittent des petits coins où nous vivons me rassure ». Et je trouve que ça se prête bien à notre soirée. Et histoire de continuer avec des petits vacarmes intermittents, mais du coup cette fois-ci avec la musique des mots, je voudrais accueillir Franck Fortuna, qui est ingénieur de recherche à l'ISMO, qui est l'Institut de sciences moléculaires d'Orsay, et qui va venir en compagnie d'Irène nous conter son aventure, peut-être ses mésaventures, en Antarctique, le continent gelé, qui aurait d'ailleurs pu faire office d'un beau sujet sur le droit international, mais je ne vais pas plus digresser que ça. Et je vais vous laisser la parole, Franck et Irène. Merci. Déjà, Franck, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? Un grand garçon. Donc je suis ingénieur physicien, j'aime bien dire ça, parce que je travaille au CNRS et j'ai eu la chance de participer à une expédition de collecte de micrométéorites en Antarctique. C'est un peu ce qui justifie que je sois là ce soir. Que vous dire d'autre? Que j'ai un parcours assez atypique, parce que je suis parti dans l'électronique d'abord, puis après la physique. Qu'au niveau des métiers, pareil, j'ai été maître de conférence pour revenir sur
sur le CNRS en tant qu'ingénieur. Voilà. Ok. Et Voilà. je suis plutôt physicien, microscopie électronique, physique du solide. Mais ce dont je vais vous parler ce soir, disons une activité parallèle à laquelle j'ai eu la chance de participer parce que dans le laboratoire où j'étais, il y a une équipe qui a monté ce type de collecte. L'idée, c'est d'aller chercher de la matière extraterrestre dans des lieux où elle n'est pas endommagée ou le moins possible, de manière à avoir des informations sur d'où elle vient. Et bon, l'idée de tout ça, c'est de contraindre les modèles qui décrivent la formation du système solaire. Donc ça, c'est ce qu'il y a derrière. Et maintenant, on va parler peut-être de la manière dont on collecte ces petites poussières. Ouais, on va parler de l'expédition, parce que je pense que c'est ce qui va aussi être assez intéressant. Du coup, j'imagine que pour aller en Antarctique, tu prends pas un petit vol comme ça du jour au lendemain pour aller au fin fond de l'Antarctique. Tu as de la préparation en amont, tu as plusieurs étapes. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé là-bas et quelles ont été les étapes avant de pouvoir commencer cette recherche de micrométéorite théorique? Il y a un bon check-up médical, parce qu'on ne vous envoie pas comme ça là-bas. Ensuite, il y a 25 heures, il y a 2 vols de 12 heures, vols internationaux classiques. Et ensuite, il y a un vol militaire qui vous amène sur la base américaine. Et après, un petit coucou non pressurisé. Donc vous avez des petits tuyaux avec de l'oxygène qu'il vaut mieux mettre dans le nez parce que ça monte à 5000 mètres en 5 minutes. Et quand on n'a pas l'habitude, le manque d'oxygène, c'est assez terrible. En fait, le plateau antarctique, il est à 3400 mètres d'altitude. Donc on pense toujours au froid, mais en fait, le manque d'oxygène, c'est assez critique. Et c'est ce qui justifie que sur les bases permanentes, donc la base sur laquelle j'étais, c'est Concordia, c'est une base qui est à 1000 km dans les terres antarctiques, enfin dans les terres, sur la glace, donc loin de la mer, il n'y a aucune vie possible là-bas, hein, ça descend à moins 80 l'hiver. L'été, il y a 3 mois de soleil sans nuit, donc ça aussi c'est quelque chose qui, au niveau du métabolisme physique, change, hein, on le ressent, le sommeil est un petit peu perturbé. Moins 50 degrés la journée, moins 35, moins 50, ça dépend des jours. Pas de nuit, et surtout que 70% d'oxygène. Ce qui fait que, en fait, quand on n'est pas habitué, on est tout de suite essoufflé. Vous marchez, vous êtes essoufflé. Courir, quand on arrive, c'est pas une bonne idée. Faut pas y penser. Faut pas y penser. Ok. Tu nous as ramené quelques images de l'Antarctique. Je sais pas si ça va être possible. Enfin, je pense que ça va être possible de les montrer aux spectateurs. Et puis peut-être que tu vas nous en dire un peu plus sur ces images et sur ce qu'on peut voir, sur ce que les spectateurs peuvent voir à l'écran actuellement. Alors oui, il y a plusieurs vues. Je pense que il y a la vue de la station à gauche. Alors peut-être, ouais, voilà, super. Donc à gauche, vous avez Concordia. Donc c'est une station franco-italienne. C'est une station qui est habitée toute l'année. Donc y compris l'hiver, hein, quand il fait moins 80, il y a entre 13 et 14 personnes qui sont confinées dans la station. Parce que les sorties, c'est que 5-6 minutes, guère plus, parce qu'à moins 80, les habits ne protègent pas assez longtemps. Et l'été, par contre, il y a 70-80 personnes dont la moitié pour le support, l'autre moitié ce sont des scientifiques qui mènent différentes expériences dans ces conditions assez extrêmes, dont la mission à laquelle j'ai participé qui consistait à aller collecter des micrométéorites. Et pour ça, on passe notre temps à nous habiller, nous déshabiller, parce que la difficulté, c'est, comme ce sont des objets tout petits, eh bien, c'est de ne pas les polluer. Ne pas polluer la zone où on va faire les collectes. Donc on se protège. Alors, on se protège du froid, mais on se protège aussi, on protège la zone des poussières qu'on peut amener. Et on fait tout ça à la main. Ça, c'est l'autre côté assez terrible, c'est qu'on est... alors vous avez des images de la tranchée qu'on fait creuser. Donc ces tranchées, elles sont creusées avec une dameuse, et même que pour le ski, hein, il faut à peu près 2 jours pour la creuser. Et une fois qu'elle est creusée, elle est interdite de passage.
Donc on n'y va que à pied et en combinaison. Vous voyez les combinaisons jaunes qu'on a. La motoneige, là, elle reste à l'extérieur et on descend à pied, on emmène le traîneau avec une corde et on fait tout après à la main, à l'intérieur, avec des pelles, de manière à éviter de polluer la zone. Et l'idée, c'est sur les flancs de la tranchée, on va creuser de manière à extraire de la glace qu'on va mettre dans des bidons, qu'on ramène sur la base qui est à peu près à 3 km, et on va faire fondre cette glace, filtrer l'eau et récupérer les petites micrométéorites que vous voyez en bas de l'image là. Je sais pas si voilà, j'ai mis exprès un cheveu. Il y a une photo où on voit un cheveu, c'est juste pour présenter la taille. Cheveux, c'est à peu près 60 microns, donc là on a des micrométéorites qui sont assez grosses. Alors celles-là, c'est pas les plus intéressantes parce que ce sont des sphérules, elles ont fondu. Donc c'est pas celle-là qui nous donne le plus d'informations. Vous en avez également en fonction de l'angle d'incidence dans l'atmosphère. Il y en a qui vont arriver jusqu'au sol sans être abîmés. Et le fait qu'on ait moins 55 et puis pas de présence humaine, peu de pollution parce qu'en fait vous avez 3,4 km de glace. Donc nous on creuse. Là, on a creusé à 8 mètres, vous avez vu à peu près la tranchée, on a collecté à 8 mètres de profondeur, ça représente à peu près 80 ans en arrière. Du coup, c'est avant qu'il y ait des activités trop polluantes et surtout pas d'activité humaine dans cette zone-là. Ce qui fait que toutes les poussières qu'on récupère sont soit des micrométéorites, soit des poussières qu'on amène nous. Parce que malheureusement, même avec toutes les précautions qu'on prend, on en laisse. Ne serait-ce que les outils qu'on utilise, on utilise des pelles en plastique, mais le plastique, c'est très abrasif, ce type de neige. On dit neige, c'est plutôt glace, c'est entre neige et glace, ça dépend des zones, mais ça peut être assez dur. Voilà. Alors après, ces petits objets, qu'est-ce qui me permet de dire qu'ils sont extraterrestres ? C'est les rapports isotopiques sur ces micrométéorites. On peut faire plein de types d'analyses, et puis quand vous avez des rapports isotopiques qui ne sont pas ceux de la matière terrestre, c'est la signature absolue. Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est les rapports isotopiques pour les spectateurs qui... Alors les rapports isotopiques, ne sauraient pas. Ce sont par exemple l'oxygène, oxygène 16, oxygène 17, oxygène 18, c'est le nombre de neutrons que vous allez avoir dans l'atome qui va changer. Et sur la Terre, il y a une certaine abondance pour chaque élément. Vous avez, quand vous regardez le tableau périodique de Mendeleïev, vous avez l'abondance correspondant aux éléments les plus présents sur Terre. Dans l'espace, vous n'avez pas les mêmes rapports. Et suivant d'où viennent les objets, les rapports peuvent être différents. Parce qu'ils subissent des modifications liées à l'irradiation, par exemple. Ok. Et donc ça, c'est des analyses que vous pouvez faire sur place en Antarctique ou vous devez... En Antarctique, les seules choses qu'on peut faire, donc on monte un petit labo, les seules choses qu'on peut faire, c'est en gros vérifier que nos filtres ne sont pas trop pollués. Mais après tout ça, les filtres sont conditionnés sous vide ou sous atmosphère inerte et on les ramène au laboratoire et tout se fait ici. Et on a une très très belle collection en France. Voilà. Et les gens qui mènent cette activité aujourd'hui, c'est Cécile Engrand et Jean Duprat qui tiennent cette collection, qui essaient de la maintenir. Voilà. Ok. Et j'imagine que comme c'est un peu... tu disais tout à l'heure que c'était un challenge de collecter des météorites sans contaminer, d'aller dans cette tranchée sans contaminer quoi que ce soit, etc. J'imagine que c'est aussi un challenge pour eux de les conserver de manière à ce que ça reste... La conservation, c'est pas évident. Après, il y a c'est les problèmes de pollution qui sont terribles, parce que ce qui les intéresse dans ces micrométéorites, surtout, c'est la partie carbonée. Il y en a certaines qui sont carbonées. Et donc, tous les hydrocarbures qu'on a un peu partout peuvent perturber ce genre de micrométéorites. Après, quand je disais que c'est un challenge, c'est parce que dans la tranchée, il fait moins 55 degrés. Donc, les habits, globalement, l'Institut... j'en ai parlé de l'IPEV, donc je vous en ai pas parlé de l'IPEV. Si on peut faire tout ça, si en gros... le Kidam en bonne santé peut être emmené et travailler là-bas, c'est parce qu'il y a un institut qui s'appelle l'Institut Paul-Émile Victor, qui aménage toute l'infrastructure, toute l'intendance, qui vous fournit les habits, qui fournit tout pour vous permettre de travailler dans des conditions aussi extrêmes. Donc moins 55, les gants, c'est assez critique. Et bon, avec le temps, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ils s'usent, ils s'abîment, et puis surtout vos mains, au
bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous sentez le froid. Hein. Voilà. Ok. Je suis perturbée par un changement de micro. Bon, c'est un petit peu grave. Qu'est-ce que je veux dire, tu as parlé un tout petit peu de comment tu t'étais retrouvé là-bas, mais on n'a pas trop su par quel concours de circonstances. Tu as parlé de l'Institut, donc Paul-Émile Victor, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le parcours qui t'a emmené là-bas, et même si... est-ce que si c'est possible, est-ce que si on a envie d'aller faire des tranchées en Antarctique, est-ce que c'est encore possible? Alors, déjà, les tranchées, elles restent pas. On les rebouche. Hein. En Antarctique, on ne laisse rien. Le principe, c'est d'essayer de laisser ce continent le plus propre possible. Donc, toutes nos ordures sont ramenées en dehors de l'Antarctique. Et les tranchées, on les referme. Elles sont repérées au niveau GPS. Donc, on sait où elles ont été faites. Mais tout est rebouché. Donc, aller là-bas, je dis, c'est pas impossible. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers qui sont présents sur ces bases-là, et c'est-à-dire que c'est pas forcément que les scientifiques qui peuvent y aller. Il y a 50% des gens, il y a des menuisiers, il y a les chauffagistes, des électriciens, il y a vraiment tous les métiers qui sont présents. Et il faut que je le mange, le micro, là, pour m'entendre ça. Après, le mieux, c'est de regarder sur le site de l'IPEV, parce que c'est eux qui s'occupent de tout ça. Et puis au niveau moi, ce qui m'a permis d'y aller, c'est simplement que j'ai été dans un laboratoire où il y a l'équipe qui a développé cette activité. Et je leur avais proposé à l'occasion, si jamais il manquait de bras, parce que c'est quand même assez physique. Hein, la neige, là, on a bougé 22 tonnes en 2 mois. 22 tonnes ramenées. Donc tous les jours, on faisait 3 sorties. C'était principalement physique. Moi, c'était une des choses qui me faisait un peu peur, parce que c'est assez répétitif et j'ai pas l'habitude dans mon quotidien d'avoir 2 jours identiques. Et en fait, le manque d'oxygène fait que j'ai pas vu le temps passer. En fait, les 60% d'oxygène, ça joue aussi sur votre cerveau. Hein. Ça joue pas que sur les muscles et notre capacité physique. Ça joue aussi sur notre manière de réfléchir. Donc notre perception au temps, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes dans ce genre d'expérience. Ouais. On imagine, oui. Bon, ça n'a pas dû te traumatiser, puisque tu as mis un magnifique sweatshirt du Concordia. Oui. J'avais oublié de le mentionner. Mais du coup, tu disais que tu avais eu un suivi. Tu as quand même un suivi médical en revenant, ou des choses comme ça? En revenant, non. C'est avant d'y aller. C'est avant d'y aller, en fait. On s'assure que. Enfin, on essaie, dans la mesure du possible, d'éviter que les gens soient malades en étant aussi isolés. Parce qu'on est. Bon, il y a un médecin sur la base, mais on est quand même assez loin de tout. Et puis, c'est toujours très coûteux de ramener des gens malades, en mettant que ça soit possible. Après, le problème, c'est un peu le mal des montagnes. Le manque d'oxygène, comme ça revient à la même chose. C'est un peu difficile d'anticiper la réaction de chacun. Et même d'une fois sur l'autre, votre organisme ne va pas réagir de la même manière. Donc, il y a des gens qui, au bout d'une semaine, sont obligés de repartir parce qu'ils ne tiennent pas debout. Non, vivre avec 70% d'oxygène, quand on n'est pas habitué, je vous assure, c'est une drôle d'expérience. Ah non, mais on vous croit. On vous croit. D'ailleurs, là-bas, il y a un simulateur, le vaisseau russe, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Sputnik. Un simulateur de Sputnik. Un simulateur du... Bon, je ne me souviens plus du nom du vaisseau. L'objectif. Le Soyouz. Ouais, du Soyouz. Et l'idée, c'est de regarder les réactions des hivernants, la manière dont leur capacité évolue avec ce manque d'oxygène qu'ils subissent pendant 1 an. Mais est-ce que ce manque d'oxygène, il est propre vraiment à cette base et plus prononcé en Antarctique? Je veux dire, est-ce qu'à La Paz, en Bolivie, c'est le même phénomène ou c'est vraiment une question très naïve, ou du fait de la température, l'atmosphère est peut-être plus ténue à cet endroit-là? Au pôle, tu as donc là c'est 3400 ou 3200 je crois, et ça revient à 3400. Donc si tu es en haute montagne, ça revient à la même chose. Okay. Y a rien de spécifique, c'est l'altitude qui fait ça. Je crois que l'atmosphère est un peu moins épaisse au niveau des pôles, donc tu rajoutes 200 mètres par rapport à la montagne. Mais si tu es à 3500 mètres en montagne pendant 1 an,
tu auras le même genre de... Enfin, tu seras habitué. Tu sauras du moins Ouais, comment évoluent tes capacités. Après, il y a le froid. Mais bon, quand on est dans la base, le froid, on ne le subit pas. Hein. Je le subis quand tu es à l'extérieur. Et je dirais que les habits qu'ils nous fournissent, à moins 50, jusqu'à moins 45, moins 50, on résiste relativement bien. À part les extrémités. Mais en dessous, par contre, là, on rigole plus. Là, au bout d'un quart d'heure, on sent le froid. Et c'est vraiment particulier. Hein. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il n'y a que de la glace. Donc, arriver à maintenir une activité dans ces conditions-là, c'est assez joli. Il n'y a que 3 bases comme ça qui tournent toute l'année sur le continent antarctique. Après, il y a plein de bases en bordure. Oui. Et est-ce que tu peux juste... Tu l'as mentionné rapidement, il y a plein de personnel sur ces bases-là. Est-ce que tu peux juste leur faire honneur et rappeler un petit peu le travail de ces personnes-là qui est assez indispensable pour faire tourner les bases? Tout le fonctionnement des infrastructures, en fait. Hein. Et vous avez un cuisinier, c'est essentiel là-bas. Vous avez même 2 cuisiniers. Il y a tout le ravitaillement. Cette base, elle existe parce que vous avez des gens qui conduisent des tracteurs. Donc, imaginez, pendant 1000 km à 30 km/h. Au niveau infrastructure, c'est assez admirable ce qu'ils font. Parce que ce ne sont pas des avions qui vous amènent les masses, toute la nourriture et les cargaisons qui sont nécessaires à la vie là-bas. Le fuel, ne serait-ce que le fuel. Hein. Pour 1 litre consommé là-bas, vous consommez 1 litre pour l'amener. Juste pour... Donc, et je dirais que tous les métiers, tous les corps de métier interviennent. Voilà. D'accord. Sans compter les aspects recyclage, les déchets, Bon. Ok. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette aventure avant qu'on passe éventuellement aux questions s'il y en a ou... Sur l'aventure, non. Ce que je dirais, c'est que, comme j'ai entendu un petit peu les autres intervenants avant, la question conseil, etc., ce serait plutôt faites quelque chose que vous aimez, quoi. Le travail disparaît, ça devient une passion et du coup, la vie passe très vite. Par contre, l'inconvénient, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas sa vie passer. Mais sinon, curiosité, et puis... Vous trouvez l'aventure ennuyeuse, essayez la routine, elle est mortelle. Ouais. En tout cas, moi, ce que ça m'a appris, c'est que ce type d'aventure, je ne savais pas du tout si ça me plairait ou pas. Hein. Je pense que ça, à cause du risque, à cause de plein d'aspects, au final... je signe demain si on me propose d'y retourner. Quand on part, on signe pour 6 mois. Enfin, une fois qu'on y est, il n'y a pas de... Là, c'est 3 mois. Après, mois. Les gens qui font l'hivernage, oui, c'est 1 an. Et là, c'est 1 an où vous vivez dans l'équivalent de... Allez, il y a quoi ? Il y a 200 mètres carrés à peu près, en étant à 13, sans pouvoir sortir. Donc, l'enfer, c'est les autres. J'imagine qu'il y a des procédures à appliquer en cas de pétage de plomb. Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Est-ce que vous êtes testé au niveau psychologique avant de partir, comme les astronautes? Alors pas les gens qui font l'été. Les gens qui font l'hiver, je ne sais pas. J'ai pas suivi mais je crois qu'ils ont des entraînements d'1 semaine en groupe. Ils vivent des choses ensemble avant pour se connaître un peu. Mais après, je ne sais pas si ça va jusqu'au test psychologique. Ok. Je sais pas. Est-ce qu'on a des questions du public ? On a pas mal de questions du public, ça a été inspirant. Donc il y avait un peu une première question du côté un peu humain, mais vous avez un peu répondu. Est-ce que le sentiment d'éloignement de la civilisation se fait sentir pendant ce genre de mission ? Alors, le sentiment le sentiment d'éloignement, on a un truc là-bas qui est génial, c'est WhatsApp. On a la chance, c'est grâce aux Italiens d'ailleurs, puisque la base est franco-italienne, hein. Toute la partie support, c'est les Italiens, enfin support en tout cas, la partie informatique, c'est les Italiens, et ils laissent passer WhatsApp. Et du coup, c'est très perturbant d'ailleurs, parce qu'à Noël, donc ça tombe pour nous à la période Noël, Nouvel An, donc les fêtes, la famille, etc. Et le fait de recevoir des photos, voire de pouvoir discuter quasiment en direct, voire de montrer le premier soleil de la nouvelle année,
il y a un petit côté magique, quoi. Et ça aide beaucoup par rapport à l'éloignement et à l'isolement. Je pense que ça change vraiment la donne, cet aspect-là. Voilà. Donc au final, entre la fatigue, l'occupation, parce que quand même, on n'est pas là-bas pour rien faire, le temps passe finalement très vite. Et en été, vous êtes nombreux du coup sur la base ou c'est Normalement, la base n'est pas conçue pour plus de 80. Je crois qu'on est monté presque à 90. Alors, la base n'est pas constituée que d'une partie en dur. Il doit y avoir une vingtaine de places, une trentaine de places dans la partie en dur. Tout le reste, ce sont des tentes. Donc les tentes, c'est bien quand il y a un poêle. Si vous êtes à côté du poêle, vous avez trop chaud. Si vous êtes loin du poêle, vous avez froid. Et quand il y a du vent, le matin, souvent les habits sont gelés, quoi. Donc mais par contre, les couettes, les duvets, c'est impressionnant. On dort habillé, et puis voilà, mettez une cagoule, et puis on survit. En fait, on se rend pas compte, mais on est capable de résister à beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on pense. Et du côté un peu plus scientifique, si on a le temps, est-ce qu'il tombe plus de météorites au pôle ou à l'équateur, ou est-ce que l'Antarctique est juste choisi pour des... Non, a priori, je pense qu'il... Enfin, bon, je ne suis pas expert là-dedans, mais de ce que j'ai lu, ça tombe partout. Simplement, au pôle, en tout cas sur la partie antarctique, parce qu'il y a beaucoup plus de glace, et puis que l'hémisphère sud est quand même un peu moins pollué que l'hémisphère nord, c'est plus facile de les récupérer. Voilà, le taux de collecte est beaucoup plus important que... Sinon, on passe notre temps à trier entre ce qui est extraterrestre et ce qui est terrestre. Ok. Une dernière question, du coup, reliée ? Oui, je pense qu'on a encore le temps. Donc c'est un peu lié à ça, mais est-ce que vous avez des instruments pour trouver les météorites ou vous creusez simplement au hasard et après... En fait, elles sont partout. Okay. Donc, les contraintes qu'on a, c'est plus de se mettre dans des zones qui sont les moins polluées possibles. Parce que la base... elle est alimentée, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a que le fioul qui permet de vivre là-bas. Donc vous avez des chaudières, les chaudières créent des fumées, les fumées, elles se déposent dans la glace. Donc on évite d'être dans le sens du vent qui amène... D'ailleurs, si vous regardez sur Google Earth, vous allez voir Antarctique et vous allez voir Concordia, vous verrez les photos satellites, on voit très bien le sens dominant des vents où se déposent les suies. Donc on va bien sûr à l'opposé. Voilà. Okay, merci. Est-ce que peut-être Pacman et Akenium, vous avez été inspirés par ces récits glaciaux ? Oui, moi je m'imaginais, Franck Porteneur, vous avez expliqué justement que c'est très très haut en fait. Beaucoup d'auteurs m'ont raconté, vous étiez sur la base Concordia et vous réclamiez l'Antarctique, c'était mon Everest à moi. Et j'avais imaginé en fait un petit ours polaire qui vous faisait un petit peu la conversation, mais vous avez dit que finalement il n'y avait pas d'animaux. Donc aussi c'est un personnage imaginaire qui dit il manque pas d'air. Si, justement. Okay. Je n'ai pas les temps ? Si, j'étais pas sur le bon. Sébastien, il y a de la distrait. Il y a de la musique ou pas? Il n'y a pas de concert. Il y a des gens qui musiciens. Il n'y a pas de concert. Il y a personne qui est là. Ça, c'est normal. Bientôt, c'est extrêmement simple d'espérer l'Antarctique, l'Arctique, et quelqu'un qui sortait sur le c'était tout ce qui restait de l'Antarctique. Ouais, alors là, j'espère qu'on n'arrivera pas là parce que ça représente, quand même, je ne sais pas si le continent, c'est à peu près 4000 km par 3000 km, par 3 km 4 en verticale de glace. Donc si tout ça fond, ça revient à 80 mètres sur la surface des mers. 80 mètres de plus, partout. J'ai une question. L'Arctique, c'est en haut, et l'Antarctique, c'est en bas. C'est là où vous avez été, c'est l'Antarctique. Oui. Et l'Antarctique, c'est une terre. Oui. C'est-à-dire qu'il y a de la terre, et au-dessus, il y a de la glace. Oui, c'est ça. C'est ça. Et plus vous creusez... Il restera toujours de la terre. Oui, la terre sera là. Enfin, bon, après... On pourra faire on pourra mettre des maisons, et tout comme ça, des immeubles. Des immeubles, c'est sympa. Non. Je pense pas. On ne sera plus là. Je me permets une dernière question. Au tout début, vous avez dit qu'en fait, cette étude, elle permettait de contraindre les modèles de formation du système solaire.
Est-ce que brièvement, vous pourriez nous présenter, je veux dire, qu'est-ce que ça permet de trancher l'hypothèse de base d'un... Non, alors ça, c'est pas du tout mon domaine. Donc je vais pas m'avancer là-dedans parce que je veux pas raconter de bêtises. La provenance de ces micrométéorites, c'est un des aspects, parce que donc on est capable d'identifier la composition et par exemple la proportion de carbone qui tombe sur Terre. Il y a une proportion de ces météorites qui contient du carbone, et donc elles apportent du carbone sur la Terre, et chaque année on a quand même 5000 tonnes de matière extraterrestre qui arrive sous cette forme sur toute la planète, en intégrant sur toute la planète. Donc ce genre d'information, c'est assez utile. Alors, il n'y a pas 5000 tonnes sous forme de carbone. Les carbonés, ça représente, je crois, 1% de ce qui tombe. Mais c'est ce genre de choses. D'accord. Merci. Vaste sujet, et on serait bien resté encore 2-3 heures à discuter de l'Antarctique et de tous les secrets qui s'y cachent, mais il va falloir avancer dans la soirée puisqu'on prend du retard, et si on veut pouvoir un jour arriver à 10h30 du matin,